Les guirlandes de style guinguette brillaient doucement et tout le monde riait, les vers s'entrechoquant pour les 80 ans de grand-mère, quand mon frère s'est soudainement levé, un sourire narquois aussi tranchant qu'une lame aux lèvres. Là, en plein milieu du jardin, devant 30 membres de la famille, Hugo m'a regardé droit dans les yeux et a dit assez fort pour que toute la tablée l'entende, « Honnêtement, cette famille a honte de partager le même nom de famille que toi. » Maman a hoché la tête comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, et papa a fait ce petit demi-sourire qu'il affiche toujours quand il est d'accord mais qu'il ne veut pas le dire. Je suis restée assise là, ma coupe de champagne à mi-chemin de mes lèvres, sentant l'air se glacer autour de moi, puis grand-mère, du haut de ses 80 ans, a posé son verre avec le tintement le plus lent et le plus délibéré que j'ai jamais entendu. Elle s'est levée de sa chaise, a regardé Hugo droit dans les yeux et a lâché une seule phrase qui a rendu son visage livide en moins d'une seconde. Tout le monde pensait que c'était la fin de la soirée, mais ce n'était même pas le commencement. Salut, je m'appelle Sophie Morel, et ce qui s'est passé dans les heures, les semaines et les mois après cette phrase a complètement brisé tout ce que je croyais savoir sur ma propre famille. Si on vous a déjà traité comme si vous n'apparteniez pas à votre propre lignée, explosez le bouton « J'aime » tout de suite pour que je sache que je ne suis pas la seule, et restez jusqu'au bout parce que le vrai retour de bâton ne fait que commencer. En grandissant dans la maison des Morel, j'ai appris très tôt qu'être l'aîné ne signifiait pas grand-chose quand le cadet était le seul fils. Dès l'instant où Hugo Morel est rentré de la maternité, tout a basculé en sa faveur. Maman le portait comme s'il était en verre, chuchotant sans cesse qu'il était celui qui perpétuerait le nom de la famille. Papa ne le disait pas aussi souvent, mais chaque fois qu'il regardait mon frère, ses yeux avaient cette lueur de fierté qui ne s'est jamais posée sur moi. J'ai essayé, pourtant. À l'école primaire, je ramenais des bulletins parfaits, mais maman accrochait les gribouillages d'Hugo sur le frigo à la place. Au collège, j'avais les félicitations du conseil de classe, mais papa emmenait Hugo voir un match de l'Olympique de Marseille pour fêter ça. Au lycée, pour mon discours de major de promotion, ils l'ont manqué parce qu'Hugo avait un tournoi de tennis ce même week-end. J'ai arrêté d'attendre des applaudissements et j'ai commencé à m'attendre à des excuses. Au moment de partir pour mes études supérieures, le schéma était gravé dans le marbre. J'ai payé mes études à l'Université de Lyon grâce à des bourses et des petits boulots de nuit, j'ai obtenu mon master en finance avec la mention très bien, et j'ai décroché un poste d'analyste junior dans l'une des plus grandes banques de la Pardieu, obtenant 3 promotions en 6 ans. À 34 ans, je suis maintenant analyste financière senior avec un salaire à 6 chiffres plus les bonus, gérant des portefeuilles dont la plupart des gens de mon âge ne peuvent que rêver. Mes collègues me respectent, mon patron me confie des décisions à plusieurs millions d'euros et mes évaluations annuelles sont élogieuses, mais rien de tout cela n'est jamais arrivé jusqu'à la table du dîner familial. Chaque fois que je rendais visite à mes parents à Aix-en-Provence, la première question de maman était toujours « Alors, quand vas-tu trouver un vrai travail ?» Pour elle, un vrai travail signifiait travailler pour Morel et Côte Immobilier, l'entreprise que grand-mère Élise a fondée dans les années 70 et transformée en un empire régional. Papa hochait la tête et ajoutait, Hugo a conclu 3 affaires le trimestre dernier. Peu importe qu'Hugo, à 29 ans, passe surtout son temps à jouer au golf avec des clients et laisse l'équipe de vente faire le vrai travail. Peu importe que les commissions dont il se vante soient divisées en 6 avant qu'il ne voie un centime. À leurs yeux, il est l'avenir, et je ne suis que la fille assise à un bureau à brasser des chiffres. Hugo ne manquait jamais une occasion de me le rappeler lors des barbecues en famille, le matin de Noël, même pour les petits anniversaires de grand-mère. Il trouvait toujours un moyen de glisser un commentaire sur le fait que j'avais choisi la voie ennuyeuse ou que l'entreprise aurait été la mienne si je m'étais soucié de l'héritage familial. Maman et papa buvaient ses paroles à chaque fois, ils riaient, lui ébouriffaient les cheveux et lui disaient qu'il avait absolument raison. Les 2 seules personnes qui ont toujours vu clair dans ce jeu étaient grand-mère Élise et ma cousine Chloé. Grand-mère Élise a bâti l'entreprise à partir de rien après la mort prématurée de grand-père. Elle ne s'est jamais souciée que je ne sois pas un garçon, elle se souciait du fait que je pouvais lire un bilan comptable avant mes 12 ans et que je posais des questions sur les taux de capitalisation alors qu'Hugo demandait encore du dessert supplémentaire. Elle me prenait à part lors des réunions, me glissait des livres sur la finance immobilière et me disait doucement, l'intelligence et le cran, Sophie, c'est ça qui dure. Chloé, de 2 ans ma cadette et fille de la sœur de maman, a grandi en regardant le même spectacle depuis la touche, et elle était la seule à m'envoyer des SMS après chaque réussite ignorée avec de vraies félicitations au lieu du silence.
Nous sommes devenus le refuge l'une de l'autre, la seule branche de la famille où je n'avais pas à faire semblant d'être plus petite que je ne l'étais. Pendant des années, je me suis dit que ce favoritisme n'avait pas d'importance, j'avais ma carrière, mon appartement à Lyon, ma propre vie à 3 heures de route. Je pouvais supporter les pics, les yeux au ciel, la façon dont il parlait d'Hugo comme s'il portait déjà la couronne de grand-mère. Je venais quand je devais venir, je souriais quand je devais sourire, et je rentrais chez moi pour un travail qui me valorisait vraiment. Mais le 80e anniversaire de grand-mère était différent. Elle avait clairement fait savoir que c'était la dernière grande fête qu'elle organiserait dans la maison familiale, et tout le monde savait ce que cela signifiait généralement dans des familles comme la nôtre. 6 semaines avant la fête, une épaisse enveloppe crème est arrivée dans ma boîte aux lettres avec l'écriture inimitable de grand-mère Élise sur le devant. À l'intérieur se trouvait une invitation manuscrite sur du papier cartonné épais pour la célébration de ses 80 ans dans le jardin de la maison d'Aix. Pas de cadeau, juste la famille. En bas, elle avait ajouté de son écriture fine à l'encre, probablement la dernière que j'organiserai ici. Cette simple ligne a frappé plus fort que n'importe quelle annonce formelle n'aurait pu le faire. Le groupe WhatsApp de la famille a explosé le jour même. Hugo a posté une photo de son invitation avec la légende « Futur PDG en chargement », suivie d'un emoji couronne et d'un clin d'œil. En quelques minutes, maman a répondu avec une série d'émojis aux yeux en forme de cœur, papa a envoyé celui des mains qui prient, et les oncles et tantes ont renchéri avec des « si fiers » et « tellement mérité ». J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de taper un simple « hâte de te célébrer grand-mère » qui a obtenu 0 réaction. 2 jours plus tard, maman m'a envoyé un SMS privé, court et tranchant, « Sophie, cette fête est extrêmement importante pour ta grand-mère. S'il te plaît, ne fais rien pour embarrasser la famille. » Pas de bonjour, pas d'explication, juste ça. Je l'ai lu 3 fois, le pouce hésitant au-dessus du clavier, puis j'ai répondu « bien sûr », et j'en suis restée là. Elle n'a jamais répondu. Hugo a continué à faire monter la pression. Tous les quelques jours, un nouveau post, une capture d'écran de lui au bureau devant le grand logo Morel et Côte, une vieille photo de lui enfant assis sur le bureau de grand-mère, avec des légendes comme « J'apprends des meilleurs et je suis prêt à reprendre le flambeau ». Chacun récoltait des dizaines de likes de la part de parents qui n'avaient jamais liké l'annonce de ma promotion l'année dernière. Puis Chloé m'a appelé un jeudi soir alors que j'étais encore au bureau, sans même dire bonjour. « Ton frère est insupportable en ce moment », a-t-elle lancé directement. Il raconte à tout le monde que grand-mère lui a promis le contrôle majoritaire dès qu'elle aura 80 ans. Il est déjà en train de choisir de nouveaux meubles de bureau. J'ai ri, mais ça sonnait creux. Chloé a baissé la voix, « Je ne plaisante pas. J'ai entendu tante Linda dire que grand-mère est allée chez le notaire 4 fois le mois dernier. 4 fois, Sophie. Ce n'est pas pour un bilan de santé. » Je me suis adossée à ma chaise de bureau, les lumières de la ville clignotant par la fenêtre. 4 visites en 30 jours signifiaient que des papiers étaient en train d'être refaits, donation, testament, statut de l'entreprise, quelque chose de gros se préparait. Et Hugo, agissant comme si la couronne était déjà sur sa tête, semblait soudain moins arrogant et plus comme s'il savait vraiment quelque chose. La semaine suivante, il a appelé maman en visio depuis le club de golf, tenant une série de nouveaux clubs. J'étais chez eux pour déposer des vêtements que maman m'avait demandé d'apporter au pressing, et elle l'a mis sur haut-parleur. Grand-mère a dit que je pouvais les passer en frais d'entreprise, s'est-il vanté, les avantages d'être le prochain sur la liste. Maman rayonnait comme s'il venait de guérir une maladie grave. Papa est entré, a entendu la fin et a tapé sur l'épaule d'Hugo à travers l'écran comme s'il était là. Je me tenais dans l'encadrement de la porte, les cintres à la main, me sentant invisible une fois de plus. Chloé continuait de me tenir au courant. Elle était allée aider grand-mère à trier de vieilles photos et avait remarqué des dossiers du cabinet notarial empilés sur la table de la salle à manger. Sur l'un d'eux, modification statut 2025, était griffonné de la main de grand-mère. Quand Chloé a posé une question décontractée à ce sujet, grand-mère a changé de sujet rapidement et lui a demandé d'aller faire du thé. Au moment de la date limite des réponses, toute la famille partait du principe que la fête d'anniversaire était aussi le jour du couronnement d'Hugo. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'envoyaient des SMS pour demander si j'étais d'accord avec tout ça. Un oncle m'a prise à part lors de la remise de diplôme d'une cousine et m'a dit
tu sais comment ça se passe, les garçons perpétuent le nom. J'ai souri, hoché la tête et je me suis excusée pour aller aux toilettes afin de respirer un peu. J'ai failli ne pas y aller. Pendant 3 nuits consécutives, j'ai regardé les vols pour n'importe où ailleurs ce week-end-là, mais quelque chose, peut-être de l'entêtement, peut-être de la curiosité, m'a fait faire ma valise à la place. Le matin de mon départ de Lyon, Chloé a envoyé un dernier SMS, « Quoi qu'il arrive, je te soutiens. On se voit dans le jardin. » Le trajet de Lyon à Aix prend environ 3 heures quand la circulation est fluide, je le sais parce que je l'ai fait plus de fois que je ne peux le compter. Ce samedi-là, je suis partie à midi, fenêtres ouvertes, la musique assez forte pour couvrir le bruit dans ma tête. Au moment où j'ai tourné dans la rue familière bordée de platanes, j'avais déjà l'estomac noué. L'allée était bondée, des voitures bordaient les 2 côtés de la rue jusqu'au bout. Je me suis garée 2 pâtés de maison plus loin et je suis revenue à pied, portant le petit sac cadeau que j'avais mis beaucoup trop de temps à choisir. Dès que la maison est apparue, j'ai vu Hugo au portail, les bras grands ouverts comme s'il était propriétaire des lieux, accueillant les cousins avec des tapes dans le dos et des rires bruyants. Papa se tenait juste à côté de lui, une main sur l'épaule d'Hugo, rayonnant à chaque invité qui arrivait comme s'ils étaient là pour son fils plutôt que pour grand-mère. J'ai traversé la pelouse et Hugo m'a repéré. Pendant une demi-seconde, son sourire a vacillé, puis il s'est repris et a crié, « Regardez qui a fini par se montrer !» Quelques têtes se sont tournées. Il m'a attiré dans une étreinte à un bras qui ressemblait plus à une prise de catch, puis s'est immédiatement tourné vers la voiture suivante qui arrivait et a crié, « Oncle Michel, le parking est derrière. » Papa m'a fait un signe de tête rapide, croisant à peine mon regard, et a suivi Hugo pour faire la circulation. Maman était sur le perron en train d'arranger des verres d'accueil sur un plateau en argent. Elle a levé les yeux, m'a vu et a offert le plus petit sourire possible. « Tu es en retard », a-t-elle dit, même si ce n'était pas le cas. « Pose ton cadeau sur la table à l'intérieur et viens aider avec les glaçons. » Pas de câlin, pas de « contente de te voir », juste des instructions. Je me suis glissée par la porte d'entrée et j'ai déposé le cadeau sur la pile. La maison sentait la cire au citron et la fumée de barbecue venant du jardin. Les souvenirs d'enfance m'ont frappé par vagues, courir dans ces couloirs, me cacher sous cette même table de salle à manger. Tout semblait exactement pareil et pourtant complètement étranger. Dehors, l'installation était massive, une tente blanche s'étendant sur la moitié de la pelouse, de longues tables drapées de lin bleu marine, une piste de danse louée déjà installée près de la piscine. Des traiteurs en chemise noire s'affairaient avec des plateaux de crevettes et de petits fours. Un barman s'installait sous le vieux magnolia. Les guirlandes lumineuses étaient testées, elles s'allumaient une par une alors que le soleil commençait sa lente descente. Grand-mère Élise était assise dans son fauteuil en osier préféré sous le chêne massif qui est là depuis plus longtemps que la maison elle-même. Elle portait une simple robe crème et le collier de perles qu'elle garde pour les grandes occasions, une légère couverture sur les genoux. Même si l'après-midi était chaud, elle ne se levait pas pour saluer qui que ce soit, elle se contentait d'observer. Chaque personne qui passait se penchait pour l'embrasser ou lui serrer la main, et à chaque fois, ses yeux bleus perçants les examinaient comme si elle cataloguait quelque chose. Je me suis approchée lentement. Quand je suis arrivée à sa hauteur, elle a levé la main et m'a tiré vers le bas par le poignet pour pouvoir m'embrasser correctement sur la joue. « Voilà ma grande fille », a-t-elle dit doucement, la voix stable mais plus douce que d'habitude. Sa poigne était étonnamment forte. Elle a tenu ma main une seconde de plus que nécessaire, l'a pressée doucement, puis l'a lâchée et s'est tournée vers le cousin suivant. Hugo est apparu à mon coude avec 2 coupes de champagne. Il m'en a tendu une et a fait teinter la sienne contre elle. « À l'avenir », a-t-il dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Avant que je puisse répondre, il se dirigeait déjà vers un groupe de petits cousins, le bras levé en signe de victoire, comme s'il venait de gagner quelque chose. Papa m'a trouvé près de la table des desserts quelques minutes plus tard. Il avait l'air bronzé et détendu dans sa chemise en lin, le même uniforme qu'il porte à chaque événement familial maintenant qu'il est semi-retraité de l'entreprise. Hugo a tout sous contrôle, a-t-il dit, comme si cela expliquait pourquoi personne ne m'avait demandé d'aider à quoi que ce soit. J'ai hoché la tête et pris une bouchée de tarte que je ne voulais pas. Les invités continuaient d'arriver. Le jardin s'emplissait de rires et de conversations croisées.
Quelqu'un a mis de la musique, de la vieille variété française que grand-mère adore, et quelques tantes ont commencé à se déhancher près de la piscine. Les enfants couraient partout. Chaque fois que le portail s'ouvrait, je jetais un coup d'œil, m'attendant à moitié à ce que quelque chose semble normal, mais ça ne l'a jamais été. À 18h30, le ciel avait pris cette teinte orangée parfaite de la Provence. Les traiteurs ont allumé les barbecues, le barman a commencé à servir des doses plus généreuses. Hugo passait de groupe en groupe comme un politicien en campagne, serrant des mains, posant pour des photos avec grand-mère en s'assurant que chaque téléphone le cadrait bien à côté de son trône. Je restais en retrait, remplissant mon verre plus que je ne l'aurais dû, regardant toute la performance se dérouler. Le dîner était encore à 1h. À 19h30 précise, les traiteurs ont sonné la cloche en laiton antique suspendue au mât de la tente, et la foule a commencé à dériver vers les longues tables. J'ai trouvé mon marque-place coincé entre tante Linda et un petit cousin que je n'avais pas vu depuis le lycée. En face, à la table d'honneur, siégeait le trio royal, grand-mère au centre, Hugo planté fermement à sa droite, papa à sa gauche, et maman directement en face d'eux, rayonnante comme si elle avait déjà gagné au loto. Les entrées sont arrivées. La conversation a commencé légèrement. Tante Linda s'est tournée vers moi avec une curiosité sincère et a demandé comment se passait le travail à Lyon. J'ai ouvert la bouche, prête à mentionner le prêt commercial à 8 chiffres que je venais de clôturer, quand la voix d'Hugo a retenti au-dessus du brouhaha. En parlant de grandes villes, attendez d'entendre parler des appartements en front de mer à Cannes que je supervise. Toutes les têtes se sont tournées vers lui. Ma phrase s'est évaporée. C'est devenu le schéma des 2 heures suivantes. Chaque fois que j'essayais de parler, il détournait l'attention. Un cousin a demandé ce que je faisais le week-end, Hugo s'est immédiatement lancé dans la description de la piscine à débordement sur le toit prévu pour le niveau pentouse. Quelqu'un s'est demandé si la vie en ville était chère, Hugo s'est vanté d'avoir prévendu des unités avant même que les fondations ne soient coulées. Chaque interruption était parfaitement chronométrée, parfaitement bruyante, parfaitement impossible à ignorer. Au moment où le plat principal est arrivé, il était debout, vers levé, décrivant sa vision révolutionnaire pour la Tour Morel. Papa continuait d'hocher la tête comme un chien qui remue la tête sur la plage arrière d'une voiture, lançant des phrases comme « C'est mon fils », toujours 10 coups d'avance. Maman a carrément tamponné le coin de son œil avec une serviette quand Hugo a déclaré que le bâtiment porterait le nom de la famille pour des générations. La table a applaudi. J'ai fixé mon pain intact. J'ai finalement réussi à répondre à une question directe de l'oncle Ray sur les taux d'intérêt. J'ai pu prononcer 4 mots, nous constatons une légère. Avant qu'Hugo ne coupe la parole à nouveau, en parlant de taux, grand-mère, tu te souviens quand tu m'as appris l'effet de levier lors de cette sortie en bateau quand j'avais 12 ans? Ça a payé gros ce trimestre. Un autre éclat de rire. Maman a tendu la main et a pressé son avant-bras comme s'il venait d'inventer l'électricité. J'ai posé ma fourchette et j'ai arrêté d'essayer. Le dessert était le gâteau préféré de grand-mère, un gâteau à étage à la noix de coco avec des cierges magiques au sommet. Pendant que tout le monde chantait un joyeux anniversaire faux, je me suis éclipsée de la table et j'ai marché vers le coin le plus sombre de la terrasse de la piscine, là où les guirlandes lumineuses atteignaient à peine. L'eau scintillait de noir et d'or. Je restais là, agrippant la rambarde, essayant de garder ma respiration régulière. Chloé est apparue 30 secondes plus tard, tenant 2 coupes de champagne. Elle m'en a mis une dans la main sans demander. Je jure que s'il mentionne mon projet une fois de plus, je le jette dans la piscine moi-même, a-t-elle marmonné. J'ai laissé échapper un rire tremblant et j'ai bu une longue gorgée. Elle a vérifié par-dessus ses 2 épaules, puis a baissé la voix pour qu'elle soit à peine au-dessus d'un murmure. Je n'allais pas te le dire avant le gâteau, mais je ne peux plus regarder ça. Grand-mère a tout signé la semaine dernière. J'étais là pour l'aider à trier le courrier et j'ai vu l'enveloppe du cabinet d'avocat, épaisse, scellée, marquée « Exécuté ». Elle m'a dit de la mettre directement dans le coffre-fort. C'est fait, Sophie. Quoi qu'elle ait décidé, c'est déjà acté. Mon cœur a cogné contre mes côtes. Tu es sûre? Chloé a hoché la tête, les yeux écarquillés. Certaine. Et vu la façon dont elle observe Hugo toute la soirée. Prépare-toi juste. Nous nous sommes toutes 2 tournées vers la fête.
Hugo avait pris le micro du DJ et portait un autre toast, le bras passé autour des épaules de papa, déclarant que la prochaine génération de la direction Morel commençait ce soir. Les téléphones étaient levés pour filmer. Maman pleurait à nouveau des larmes de joie dans sa serviette. J'ai regardé Chloé. À quel point ça va être mauvais? Elle m'a fait un petit sourire féroce. Pour quelqu'un à cette table, vraiment mauvais. Pour toi, peut-être la meilleure nuit de ta vie. L'horloge du Pool House affichait 21h20. Les cierges magiques sur le gâteau à la noix de coco venaient juste de s'éteindre quand le DJ a coupé la musique complètement à 21h45 précise. Hugo a saisi le micro comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie, une main reposant de manière possessive sur le dossier de la chaise de grand-mère, le champagne levé dans l'autre. Il a adressé son sourire de vendeur le plus éclatant aux 30 proches qui le regardaient. Grand-mère, de notre part à tous ce soir, merci de croire en la prochaine génération et de nous confier tout ce que tu as bâti à partir de rien. Des applaudissements polis ont parcouru les tables. Puis il a pivoté tout son corps vers moi, le sourire se tordant en quelque chose de froid et de tranchant. Parce que soyons réalistes, a-t-il dit, sa voix portant sur tous les haut-parleurs du jardin. Cette famille a honte de partager le même nom de famille que toi. Silence de mort. Maman a hoché la tête comme s'il avait prononcé le sermon de l'année. Les lèvres de papa se sont retroussées en ce demi-sourire suffisant qui signifiait une approbation totale. Quelques cousins ont baissé les yeux vers leurs assiettes. Le verre de quelqu'un s'est figé à mi-chemin de sa bouche. J'ai senti les mots me frapper comme une gifle, mais je n'ai pas tressailli. Je l'ai juste regardé droit dans les yeux. Grand-mère Élise a posé sa coupe sur la table avec un tintement cristallin et Lankia, je ne sais comment, réduit au silence les grillons eux-mêmes. Elle s'est levée de sa chaise, sans canne, sans aide, du haut de ses 80 ans et plus grande à ce moment-là que n'importe qui d'autre dans le jardin. Les lumières des guirlandes ont accroché les perles à son cou et les ont fait briller comme de la glace. Elle a regardé directement Hugo et a parlé d'une voix calme, basse et définitive, si cette famille a honte de Sophie, alors elle n'a clairement pas besoin de toi non plus, Hugo. On aurait pu entendre une mouche voler. Son visage est devenu blanc comme un linge. La main de maman a volé à sa poitrine. Le champagne de papa a glissé de ses doigts et s'est brisé contre le patio en pierre, le liquide ambré s'étalant comme du sang. Grand-mère n'a pas scié. Mardi dernier, j'ai exécuté les dernières modifications de la donation partage et des documents de gouvernance de l'entreprise. Depuis la fermeture des bureaux hier, 72% du contrôle total de Morel et Côte Immobilier appartient désormais à Sophie Morel. La maison d'Aix, la Bastide, l'appartement à la mer et chaque meuble qui s'y trouve sont à elle, sans réserve. Hugo Morel reçoit une part non votante de 3% et rien de plus. Valérie et Pierre Morel sont retirés du conseil d'administration et déchus de tout droit de vote, de manière permanente. Les documents sont enregistrés auprès de l'État. Les transferts sont irrévocables. Une femme à la table du fond a littéralement halté. Le téléphone d'une autre cousine a glissé de sa main et a claqué sur le sol. Hugo a essayé de rire, s'est sorti étranglé, « Grand-mère, allez. C'est une blague, hein? On en a parlé pendant des années. » « Tu as parlé ?» a-t-elle coupé, la voix toujours calme, toujours mortelle. J'ai écouté. Et j'ai choisi. Maman a bondi sur ses pieds, renversant sa chaise derrière elle. « Mère, tu ne peux pas être sérieuse. Hugo est ton seul petit-fils. Il vient d'annoncer devant 30 témoins que sa sœur embarrasse la lignée, a dit grand-mère sans élever la voix. Assieds-toi, Valérie. Le visage de papa est devenu violet. Ça va détruire l'entreprise. Les investisseurs. L'entreprise sera entre les mains de la seule personne qui n'a jamais utilisé mon nom comme raccourci, a répondu grand-mère. Elle s'en sortira très bien. Elle s'est tournée vers la tablée, ses yeux balayant chaque visage figé. J'ai bâti cette société avec des mains calleuses et des nuits blanches pendant que certains d'entre vous étaient encore en couche. J'ai observé qui travaillait, qui apprenait, qui respectait ce que cette famille représente, et qui a passé des décennies à se laisser porter par la réputation seule. Ce soir a rendu le dernier morceau clair comme de l'eau de roche. Hugo a fait un pas trébuchant en avant, les mains tendues comme s'il pouvait physiquement rattraper les mots. Grand-mère, s'il te plaît, je ne voulais pas dire.
Tu pensais chaque mot, a-t-elle dit. Et maintenant, tu vas vivre avec. Puis elle s'est tournée vers moi, pour la première fois de la soirée, son expression s'est complètement adoucie. Sophie, les nouveaux codes d'accès et le trousseau principal sont dans le coffre. Le conseil est prévenu et t'attend lundi matin à 9 heures. Félicitations, tu l'as mérité. Je ne trouvais pas d'air. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est hocher la tête, les larmes brûlant mes yeux mais refusant de couler. Hugo a ouvert la bouche à nouveau, rien n'est sorti. Maman a commencé à pleurer, de gros sanglots bruyants et désordonnés. Papa fixait juste le verre brisé à ses pieds comme s'il ne reconnaissait plus le jardin. Grand-mère s'est rassise, a lissé sa jupe et a levé son champagne à nouveau. Elle a pris une gorgée lente pendant que toute la fête restait bloquée dans un silence stupéfait et à bout de souffle. L'horloge du pool house a basculé sur 21h51. La nuit était encore longue. 6 mois plus tard, la poussière est retombée pour laisser place à quelque chose qui ressemble beaucoup à la paix, du moins pour moi. Le premier lundi après la fête, je suis entrée au siège de Morel et Côte Immobilier portant le même tailleur bleu marine que je portais pour les clôtures de dossiers à la banque. Le conseil m'a accueilli avec des poignées de main au lieu de questions. Dès le mercredi, le bureau d'Hugo était vidé. Le vendredi, son nom était retiré du site web et sa voiture de fonction reprise. La raison officielle était une restructuration, mais tout le monde connaissait la vérité. Il a tenu exactement 3 semaines à essayer de trouver un autre emploi dans l'immobilier, personne dans la région ne voulait toucher à lui. Les nouvelles vont vite quand on a publiquement insulté le nouveau propriétaire majoritaire. Aux dernières nouvelles, il vendait des voitures d'occasion chez un concessionnaire près de l'autoroute A7, portant un polo bon marché avec le logo de quelqu'un d'autre. Maman et papa ont découvert à la dure que la donation modifiée de grand-mère a déclenché une facture fiscale massive de droits de donation dès que le transfert a été effectué. Un montant à 7 chiffres qu'ils n'avaient jamais prévu de devoir payer. Ils ont mis la maison d'Aix en vente le mois suivant, ont hypothéqué l'appartement à la mère et ont quand même dû liquider la moitié de la retraite de papa pour couvrir le reste. Le jardin, où tout a explosé, a maintenant un panneau, à vendre, planté dans la pelouse devant. Maman m'a envoyé des photos de l'annonce comme si de rien n'était. Je n'ai jamais répondu. J'ai installé grand-mère dans l'aile d'amis de mon grand appartement lyonnais la semaine après la Toussaint. Elle a vendu la plupart de ses meubles, a gardé ses livres et ses perles, et m'a dit qu'elle n'avait jamais aussi bien dormi que dans le calme d'un foyer où personne ne jouait la comédie pour elle. Nous buvons du café sur le balcon chaque matin et parlons de taux de capitalisation et de taux d'intérêt comme nous le faisions quand j'avais 12 ans. Elle me bat toujours au rami. Les messages ont commencé presque immédiatement. D'abord de maman, de longs messages vocaux trempés de larmes sur la façon dont je détruisais la famille. Puis papa, des emails colériques sur des procès et ce que les gens allaient penser. J'ai tout archivé sans répondre. Puis sont venus les cousins, les tantes, la culpabilité déguisée en inquiétude. J'ai bloqué les numéros un par un jusqu'à ce que mon téléphone devienne enfin silencieux. Le tout dernier message est venu d'Hugo un mardi quelconque en mars. J'étais au milieu d'un appel avec le conseil d'administration quand le SMS est apparu d'un numéro inconnu. « Sophie, je suis désolée. J'étais saoule et stupide ce soir-là. On est du même sang. Tu ne peux pas juste jeter ton seul frère comme ça. Je n'ai plus rien. S'il te plaît, appelle-moi. » J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai tapé une ligne et appuyé sur envoyer. Tu t'es jeté toi-même à la seconde où tu as décidé que le manque de respect était synonyme de force. Adieu, Hugo. J'ai bloqué le numéro, effacé la conversation et je suis retournée à mon appel comme si de rien n'était. Certaines personnes pensent que couper les ponts avec sa famille rend froid. Je m'inquiétais de ça aussi, avant. Mais 6 mois plus tard, je me réveille plus légère chaque jour. Mon appartement est calme. Mon entreprise est rentable. Grand-mère rit plus en 1 semaine maintenant qu'elle ne l'a fait au cours de la décennie précédente. Chloé vient tous les dimanches et nous cuisinons le dîner sans que personne ne nous interrompe pour nous dire comment quelqu'un d'autre le fait mieux. Je porte toujours le nom Morel, mais maintenant je le porte selon mes propres conditions. Plus besoin de se faire toute petite. Plus besoin de s'excuser de prendre de la place. Plus besoin de faire semblant que le favoritisme est de l'amour. Parfois,
Les liens du sang ne sont pas plus forts que le respect. Parfois, s'éloigner ne signifie pas perdre une famille, c'est enfin se trouver soi-même. Et pour la première fois en 34 ans, je suis exactement là où je suis censé être.